On attend une minute pour pouvoir démarrer. Bonjour, je vois que vous êtes interactif, restez comme ça tout le long du webinaire. Très bien, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue sur ce webinaire EO Santé, handicap invisible accompagné au-delà des apparences. Nous sommes le 20 novembre, la quatrième journée de la SEPH, donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui la journée des Duo Day. Donc peut-être que vous regardez avec votre duo ce webinaire, on espère en tout cas. Euh, donc un sujet très important, le handicap invisible, incontournable et indispensable, parce que sujet qui finalement prend plus globalement le handicap au travail. Donc ce webinaire vous est proposé par l'association OETH. L'association OETH est l'association porteuse de l'accord du secteur sanitaire, social et médico-social, dont l'objectif est de favoriser le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap dans ce secteur, donc des professionnels du secteur. On a donc chez OTH, on a plusieurs services. On a des services avec un centre de ressources, des conseils, un organisme de formation, du soutien à l'innovation, mais on a aussi des dispositifs spécifiques au secteur, dont et aux santé. EO Santé est donc une plateforme totalement gratuite et confidentielle qui va cibler les professionnels du secteur. Que vous soyez vous-même concerné, que vous soyez un collègue d'une personne concernée, un manager, représentant du personnel, référent handicap, vous soyez vous-même aidant familial, EO Santé, c'est pour vous. Vous avez juste à aller sur un site qu'on va vous envoyer d'ailleurs en commentaire. Vous pouvez vous inscrire tout simplement. On va en reparler à la fin du webinaire, mais ça vous permet d'avoir accès à des ressources pour concilier vie professionnelle et santé au quotidien. Et ça vous donne surtout accès à des patients partenaires. Les patients partenaires, donc certains peut-être sont déjà familiers avec cette terminologie-là, c'est des personnes qui ont vécu l'expérience de la maladie ou du handicap et qui ont aussi des connaissances assez pointues donc, sur le sujet, grâce à des échanges avec des professionnels de santé, grâce à des formations spécifiques, des certifications. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Delphine, Delphine Muto, donc je laisse se présenter pour l'animation de ce webinaire. Merci Delphine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi, je vis avec plusieurs défis de santé depuis quelques années. J'ai une sclérose en plaques depuis 22 ans aujourd'hui. CEP, c'est pour sclérose en plaques. J'ai également une endométriose, des troubles de l'attention et de la concentration, un trouble anxieux pour lequel je suis sous médicaments et j'ai également des troubles digestifs. Donc je suis patiente partenaire dans le champ de la sclérose en plaques via EO Santé. Et puis à côté de ça, j'ai 2 activités. Je suis éducatrice et formatrice en santé sexuelle et maladies chroniques en freelance et je suis référente du partenariat patient à l'hôpital en tant que salariée. Alors pour mieux vous connaître, je vous propose un petit peu avant de commencer, parce que moi je me suis présentée, mais ce serait bien de savoir aussi à qui je m'adresse, de scanner le QR code et de me dire un petit peu vous, quel est en fait votre profil? Donc je vous laisse scanner le QR code ici et puis me dire un petit peu, à qui je vais faire, ce webinaire, pour qui je vais animer ce webinaire. Donc c'est toujours intéressant de savoir si vous êtes, une personne concernée, si vous êtes un manager, si vous êtes un aidant, voilà. N'hésitez pas en fait, à nous décrire, vos professionnels, vos vos casquettes. Chargé de projet, OK. On a des RH avec nous, OK. Est-ce qu'on a des managers? Est-ce qu'on a des personnes concernées? OK, OK, super. On a plein de profils, référent handicap, directeur, chargé du maintien, infirmière coordinatrice. OK, super. Alors je vois qu'on a plein de profils, différents et variés. Ça continue encore de charger. OK, c'est super. Une personne concernée, je vois. Bon, écoutez, après, on peut être à la fois et personne concernée, et manager, et RH, et référent handicap, donc on peut cumuler un petit peu, les rôles et les casquettes aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, dans ce genre de webinaire, c'est que finalement, heu, les statuts qu'on peut avoir, ils peuvent être s'interpénétrer et ne pas être forcément, en silo.
Alors, au sommaire de ce webinaire, on va essayer un petit peu de mieux comprendre cette thématique des handicaps invisibles, parce qu'elle est parfois mal comprise et mal cernée aussi, effectivement, parce qu'elle est moins objectivable en fait qu'un handicap visible. On va essayer de connaître et comprendre vraiment les impacts au travail que ça peut avoir, et on verra que ça a plusieurs dimensions d'impact. Et à côté de ça, on identifiera les besoins, et puis on verra qu'il y a des ressources et des leviers d'action à mobiliser. Euh, pour faire en sorte de mieux prendre en charge, en compte, en fait, et réduire l'impact de ces handicaps invisibles au travail. Alors, mieux comprendre les handicaps invisibles. Donc ça, c'est souvent une stigmatisation du terme handicap que l'on peut voir un peu partout, dans les transports, dans la vie courante, voilà. Et ces images-là, ces pictogrammes-là, ils sont extrêmement compréhensibles et objectivables pour nous tous. On voit qu'effectivement, le handicap est quelque chose qui se voit. Et dans la conscience collective, effectivement, un handicap, c'est forcément quelque chose qui se voit. Mais voilà, certains handicaps ressemblent à ça. Alors, je ne sais pas si vous me voyez effectivement en webinaire, mais en général, quand je suis en présentiel, j'aime bien faire des petits sauts de pas, j'aime bien bouger, j'aime bien montrer qu'aussi, on peut être en situation de handicap et pour autant être en capacité de marcher, avoir encore tous ses membres, voilà. Parce que 80 des handicaps sont invisibles. Et ce qui est très intéressant dans ce chiffre, c'est que pour autant, ce qu'on va visibiliser et ce qu'on va montrer et l'image qu'on va retenir des handicaps, ça va être celle des handicaps visibles. Donc, c'est-à-dire qu'avec des icônes de handicap visibles, on va représenter 100 des handicaps, alors que les handicaps visibles représentent 20 des handicaps seulement. Donc, ce qui va être très difficile et un peu une double charge sur ces handicaps invisibles-là, c'est qu'effectivement, non seulement on ne les voit pas, mais il faut qu'on les amène au champ de conscience, en fait, de tout le monde. Et on va voir que c'est justement ce qui va être parfois problématique. Alors, on va définir ensemble un handicap invisible. Donc, par définition, un handicap invisible, ça porte bien son nom, ça ne se voit pas. Mais c'est surtout, c'est très difficilement détectable, à moins que la personne concernée en parle, à moins que la personne concernée amène au champ de conscience des autres cette difficulté, ce handicap. Ce qui est évident, c'est que ce trouble peut avoir vraiment un impact sur la vie d'une personne, mais à la fois sur le plan personnel, professionnel, social, affectif, et ça peut être accompagné de beaucoup, beaucoup de préjugés, d'exclusion, de critiques et d'isolement de la personne. Puisque là où, lorsqu'on a un handicap invisible ou une canne ou un fauteuil ou quelque chose comme ça, quelque chose qui se voit, on a en fait cette économie d'explication, cette économie en fait d'amener au champ de conscience des autres qu'on a un handicap. Or, effectivement, quand le handicap ne se voit pas, mais qu'il est pourtant bien là, il y a aussi toute cette charge d'avoir à expliquer et parfois d'avoir à se justifier. Et donc c'est pour ça que le handicap invisible est souvent minimisé et incompris ou même pas du tout reconnu, par la société et par les autres en général. Parce que, aujourd'hui, dans la communication et dans la société, ce qui est visibilisé et le handicap majoritaire sur lequel on communique, c'est le handicap visible. Donc 80 des handicaps aujourd'hui ne sont, pas amenés au champ des consciences via la communication. Alors, est-ce que vous connaissez justement quelques exemples de handicap invisibles? Alors, je vais vous mettre la diapo suivante. Allez-y, dites-moi un petit peu, quand je vous dis handicap invisible, ça vous fait penser à quel type de handicap? Quel type de trouble? Quel type de problématique? Maladie chronique, tout à fait, diabète, endométriose, pathologie mentale, tout à fait, les troubles 10, exactement, tout à fait. TSA, trouble du spectre autistique, l'asthme, tout à fait, le cancer, la bipolarité, TDAH, épilepsie, effectivement, fibromyalgie, tout à fait, trouble psy, maladie de Crohn, trouble de l'apprentissage, surdité, effectivement, plein de choses qui sont dites et on voit bien qu'il y a des choses qui se regroupent, dépression, tout à fait, TMS, je pense que c'est pour trouble musculo-squelettique, gastroparésie. Bon là, je pense que vous avez, surdité, voilà, vous avez, vraiment, évoqué beaucoup de choses et effectivement, on voit bien que ça regroupe des réalités, hop, qui peuvent être regroupées. Alors c'est une liste non exhaustive, mais on peut faire quelques groupes
de formes de handicap invisibles. Vous avez effectivement, vous avez cité le cancer, l'endométriose, qui font partie en fait des maladies chroniques non apparentes par moment. Heu, Diabète, endométriose, sclérose en plaques, effectivement moi c'est quelque chose que j'entends souvent et je trouve que c'est très révélateur. Quand parfois j'annonce aux gens, voilà, au cours d'une conversation: «J'ai une sclérose en plaques», souvent la première chose qu'on me répond c'est: «C'est pas vrai». Ah bah, si, c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a en stigmate et on a en représentation de la sclérose en plaques, le fauteuil roulant, le handicap moteur visible. Or ça, c'est une partie de la symptomatique de la sclérose en plaques et des handicaps et la majorité, des problématiques, liées à la sclérose en plaques, par exemple, est invisible. On vous a mis également les déficiences sensorielles, vous l'avez cité, surdité par exemple, troubles de la vision, mais ça peut être aussi, je vous prends l'exemple d'une femme avec laquelle j'avais échangé il y a quelques années, qui avait une pathologie neurologique, donc qui physiquement effectivement allait bien, mais elle avait, comme résidu de symptômes, un trouble de la sensibilité au niveau du bout des doigts. Donc elle sentait vraiment très peu au niveau du bout des doigts et ce qui était très problématique pour cette femme-là, d'apparence, quelqu'un qui allait, très bien, qui allait à des cours de danse et cetera, mais elle était secrétaire et donc elle passait beaucoup de parties de sa journée sur ordinateur à taper et en fait, c'est devenu très problématique parce qu'elle ne sentait plus les touches, cette personne-là, vous voyez? Donc ça, c'est aussi une forme de handicap, invisible. Vous avez aussi, vous les avez cités, hein, les troubles de l'apprentissage, les troubles cognitifs, les troubles, comme par exemple la dyslexie, aussi les troubles du neurodéveloppement comme le TSA, le trouble du spectre autistique, le TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et tout ce qui rentre aussi dans le champ des maladies et des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété, vous avez aussi cité, la bipolarité par exemple et les troubles musculo-squelettiques. Donc on le voit bien, hein, les formes de handicap invisibles sont extrêmement, extrêmement variées, heu et ce chiffre-là, il est intéressant. 85 des handicaps apparaissent au cours de la vie et là, je voudrais faire juste un tout petit focus sur les maladies chroniques parce que, effectivement, c'est quelque chose, dont on entend parler, mais finalement, c'est une réalité dont on n'a pas toujours conscience. 20 000 000 de Français aujourd'hui sont atteints de maladies chroniques. C'est presque un tiers de la population, donc c'est énorme et à ça, vous rajoutez aussi, éventuellement, le ou la partenaire qui peut avoir un rôle d'aidant. Donc aujourd'hui, on sait que la pathologie chronique, c'est quelque chose d'extrêmement prévalent dans la population, en fait, française et ce sont des composantes avec lesquelles, on doit faire, notamment dans les trajectoires professionnelles. 88 des salariés expriment qu'il est facile de travailler avec un collègue en situation de handicap. Super, très content de ce chiffre. Et surtout, ça c'est un chiffre extrêmement important, 3 des travailleurs concernés sont en fauteuil roulant. Et donc vous voyez, pour faire le lien un petit peu avec ce qui a été dit au début, c'est là où c'est intéressant, c'est que très souvent le handicap donc est stigmatisé, avec cette image, ce pictogramme de personnes en fauteuil roulant ou avec une canne. Et comme vous le voyez, les travailleurs en situation de handicap, sont 3 en fauteuil roulant. Heu et donc, tout le reste des pourcentages, eh ben, ça va où? Comment ça se répartit? C'est un peu ce qu'on va voir dans le reste du webinaire. Alors, connaître les impacts au travail et identifier les besoins. Alors, on va voir qu'ils sont multiples, qu'ils sont, plurifactoriels et que pareil, les impacts souvent sont reliés les uns aux autres. Souvent, c'est pas, on est dans une catégorie d'impact et on échappe aux autres. On va voir que tout est, souvent interconnecté et entremêlé, et c'est donc une prise en charge multidimensionnelle du handicap et de ses impacts au travail, qui va être nécessaire vraiment. Alors selon vous, quels sont les impacts d'un handicap invisible au travail? Ah, je vous fais un petit peu travailler, hein, avant la pause déj, pour être sûr que vous regardiez bien, que vous restez bien jusqu'au bout. Alors je vous laisse me dire, d'après vous, quels pourraient être, les impacts d'un handicap invisible au travail? Impact sur la concentration, tout à fait. Sur quelle autre, dimension pourrait y avoir un impact? La fatigue, exactement, tout à fait. Ouais, ouais, fatigabilité, le relationnel, exactement. Ouais. La compréhension, effectivement, parce que, on rentre dans le champ de l'invisibilité et qu'il faut amener tout ça au champ de la conscience déjà, des autres et en plus au champ de leur compréhension. Charge mentale, décompensation, ça ne se voit pas effectivement, fatigabilité, tout à fait, productivité moindre, effectivement, hem
Motivation et isolement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On peut parfois, se sentir en perte de motivation, on va le voir, tout à fait. Donc là, vous mettez plein de choses. Tabou, manque d'autonomie, tout à fait. Temps de travail, incompréhension des collègues, hem, burn-out, tout à fait. Irritabilité, tout à fait. Donc vous avez mis beaucoup, 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 beaucoup de choses. On voit bien que l'isolement, l'incompréhension, ça peut jouer sur la motivation, effectivement, sur un sentiment de légitimité, tout à fait, qu'on peut avoir, de la pression. Après, ce qui est intéressant, ce qui concerne la pression, c'est savoir qui met la pression à qui. Et on va voir que quand on est concerné, souvent on se met une pression, assez incroyable à ce niveau-là. Donc merci beaucoup d'avoir participé, à ce petit QR code. Alors, tout d'abord, une première dimension, en fait, de l'impact au travail des handicaps invisibles, ça va être sur la performance et l'organisation au travail. Alors, selon les profils et les environnements. Effectivement, concentration et attention variables, effectivement, du fait, par exemple, d'une fatigue chronique, du fait aussi, de certains effets des médicaments, ça c'est important, du fait d'un temps de récupération qui peut être plus long. Moi, je le vois très bien, par exemple, quand je fais une réunion de 2 heures, déjà, il me faut une pause au milieu, sinon j'ai une grosse perte d'attention, et ensuite, je sais que je ne peux pas enchaîner directement tout de suite, une deuxième réunion. Fluctuation des capacités, effectivement, et ça, c'est pas toujours compréhensible. On va le voir après. On peut très bien être en forme, le lundi et puis arriver le mercredi et pas du tout, du tout être en forme. Moi, je le vis beaucoup avec l'endométriose où effectivement, le lundi soir, je peux sortir, boire un verre, aller danser et être en grosse crise d'endométriose le mercredi matin et arriver 1 heure en retard au travail parce que je suis pas en capacité, en fait, de me lever. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce qu'on n'est pas performant de manière linéaire. Heu, une baisse de la productivité, effectivement, qu'il peut y avoir et puis parfois des difficultés à atteindre ses objectifs, mais on va voir que ça peut être des difficultés à atteindre ses objectifs comme les autres, c'est-à-dire de la même manière que les autres et que parfois, quand l'environnement ou quand les modalités de travail sont adaptées, l'atteinte des objectifs peut être tout à fait, normale et optimale. Les impacts intrapersonnels, ça, c'est vraiment ce qui se passe pour soi, mais c'est forcément en lien avec les autres dimensions. Le sentiment de moindre efficacité, effectivement, il peut être très prégnant et lié à un stress et une anxiété anticipatoire. On sait par exemple, que sur telle tâche, ou telle organisation ou telle journée de travail, si on enchaîne par exemple 4 réunions, quand on a des troubles cognitifs et des troubles, de l'attention et de la concentration, ça peut être très compliqué et le fait d'anticiper, peut alimenter un état anxieux et l'anxiété a tendance à figer justement, et à vraiment, nous mettre en situation moindre efficacité et même de fatigue et même de, fatigue. Hem, donc il peut y avoir vraiment un sentiment de décalage et d'illégitimité. Je pense qu'il y a une petite faute d'orthographe. Et puis un sentiment de dévalorisation personnelle et une culpabilité. Je vous donne un exemple, quand je travaillais dans le commerce, quand j'étais directrice de magasin, on avait pour habitude, de faire les nouvelles implantations avant les heures d'ouverture du magasin, donc de 8 heures à 10 heures. En 2 heures, mes collègues arrivaient sans problème, à faire toute l'implantation du magasin, là où moi, de 8 heures à 10 heures, je faisais que la moitié du magasin et on en a beaucoup discuté avec ma directrice de l'époque et en fait, je lui ai dit: «Mais moi, le problème, c'est que de 8 heures à 9 heures, je suis complètement dans le coltard, en fait, voilà» et du coup, je vous expliquerai un petit peu, la solution qu'on a trouvée pour ça, mais moi, je me sentais très mal parce que systématiquement à 10 heures, tous les autres magasins étaient OK et moi, en réunion, je disais: «Bah, non, j'ai pas fini, il me reste encore la moitié», voilà et c'était très difficile parce que du coup, je me sentais vraiment en décalage par rapport aux autres et donc parfois, il y a aussi ce sentiment de, où on doit, faire plus pour essayer de faire comme les autres, et donc bah, par moment, j'arrivais à 7 heures du matin pour faire mes implantations. Donc, je travaillais 1 heure de plus que les autres, à un horaire qui n'était pas du tout adapté pour moi, mais qui, du coup, fait que quand j'ouvrais le magasin, j'étais complètement épuisée. Voilà, et j'étais dans un espèce de cercle vicieux et d'auto-alimentation, finalement, de mon handicap invisible.
Et tout ça est d'autant plus vrai, Delphine, dans le secteur social, médico-social et sanitaire, où on est déjà sur des conditions de travail qui peuvent être parfois pénibles, et ça accentue, j'imagine, quand on a une situation de handicap invisible. Tout à fait. Merci beaucoup, Shannon. Et en termes d'impact interpersonnel, bah, effectivement, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que là où le handicap visible n'est pas compréhensible, n'est pas entendu, n'est pas connu et n'est pas objectivable, il peut y avoir en face beaucoup d'incompréhension et de stigmatisation, voire, de jugement, effectivement. Et puis de la discrimination, des risques de tension et puis ça peut même aller, jusqu'à du harcèlement. Bah, voilà, je vous donne quelques exemples, mais heu, quelqu'un qui, dans la journée, du fait d'un traitement, ou du fait, d'un problème moteur, mais qui ne se voit pas forcément, voilà. Parce que, par exemple, moi, dans la sclérose en plaques, j'ai un trouble moteur qui ne se voit pas. J'ai une légère déficience motrice au quadriceps gauche, et quand je travaillais dans le commerce où j'étais debout de toute la journée, par moments, en fait, j'avais besoin de m'asseoir parce que j'avais vraiment mal aux jambes. Et donc plusieurs fois dans la journée, je devais faire des pauses et je devais m'asseoir. Là où s'asseoir dans le monde du commerce, c'est extrêmement mal vu. Voilà, c'est synonyme de fainéantise et cetera. Donc il a fallu aussi que j'explique, à mon équipe pourquoi par moment je devais avoir un siège derrière la caisse et pourquoi je devais m'asseoir. Heu et donc c'est important aussi de s'interroger, quand on est face à quelqu'un, qui a peut-être un mode de fonctionnement au travail différent d'une autre. Pourquoi, en fait, ce mode de fonctionnement, est différent? Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple aussi très concret. Hem, Quand je travaillais en équipe, à une époque, quand j'étais moi vendeuse, ma responsable fumait et fumait beaucoup dans la journée. Donc c'était 5-6 pauses clopes, en général, durant la journée. Là où, nous vendeuses, on n'avait pas du tout de pause et un jour en entretien, je lui ai dit: «Bah, voilà, en fait, j'ai compté, tu fais à peu près 6 pauses cigarettes dans la journée. En général, ça prend 5 minutes, 6 fois 5, 30, donc ça fait 30 minutes de pause que tu as dans la journée que nous, on n'a pas, en fait». Voilà et donc j'ai réussi à négocier que, 3 fois par jour, j'allais prendre 10 minutes de pause, parce que j'en avais besoin. Enfin, vous voyez, c'est, finalement, c'est beaucoup d'échanges et de discussions mais là où moi j'aurais demandé 10 minutes de pause, on m'aurait dit: «Bah, pourquoi, personne prend 10 minutes de pause?» Bah, en fait si, on peut avoir besoin de 10 minutes de pause et c'est OK. Ça veut pas dire qu'on travaille mal ou ça veut pas dire, qu'on est feignant. Ça veut juste dire qu'on en a besoin et donc les impacts sur la trajectoire professionnelle, ils peuvent être, à la fois personnels, c'est-à-dire qu'on peut soi-même s'auto-censurer, s'auto-dévaloriser en se disant: «Mais on n'y arrivera jamais». Et on peut effectivement avoir un parcours qui peut être marqué par des arrêts. Et on peut tout simplement se voir parfois refuser, l'accès à certains postes, et être dans une certaine précarisation professionnelle, par stigmatisation et par jugement. Je vous donne des exemples encore assez concrets. Hem, il y a quelques années de ça, je travaillais dans le commerce depuis 10 ans, et donc j'avais mis, RQTH sur mon CV et je passe un entretien pour être vendeuse et l'employeur me dit: «Mais pourquoi vous avez une RQTH?» Je lui dis: «Sclérose en plaques». Et là, elle me regarde, elle me dit: «Ah oui, mais c'est pas possible. Vous pourrez jamais être vendeuse». Je dis: «Bah madame, ça fait 10 ans que je le suis». «Oui, mais vous pourrez jamais soulever un carton». «Bah madame, ça fait 10 ans que je soulève des cartons et que je travaille dans le commerce». Et en fait, l'entretien s'est arrêté là, parce qu'elle m'a dit: «Non, mais avec une sclérose en plaques, je suis désolée, mais un poste dans la vente, en fait, ça nécessite, d'être en forme physiquement». Je lui dis: «Écoutez, effectivement, ça m'arrive parfois d'avoir des arrêts de travail, mais comme, d'autres salariés qui pourraient se bloquer le dos, qui pourraient avoir une grippe, qui pourraient avoir une gastro. Je dis: «Pour autant, ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur-là». Donc j'ai eu beaucoup de refus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un employeur me dise: «Non mais enfin, il y a pas de souci, nous on voit votre CV, c'est super, nous ce qui nous intéresse, c'est vous, comment vous êtes, au niveau du poste de travail, comment vous vous sentez, quelles sont vos compétences, c'est pas vos problématiques de santé». Et donc j'ai commencé comme vendeuse, avec ce nouvel employeur. Au bout de 6 mois, j'ai eu un arrêt de travail d'1 mois parce que j'ai fait une nouvelle poussée et pour autant 2 mois après, on me proposait un poste de responsable de magasin. Pourquoi? Bah, parce que, j'avais eu effectivement un arrêt, mais pour autant, j'avais montré toutes mes compétences, et que j'ai été vraiment recrutée par mes compétences et on m'a fait confiance et je suis restée quasiment 6 ans dans cette boîte. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ça en fait, qui font que les impacts invisibles peuvent,
D'ailleurs, Delphine, on a des Oui, réactions dans les commentaires. Il y a une personne oui, qui dit, par exemple, nos conditions de travail sont régulièrement dégradées, ce qui accentue nos problèmes de santé. tout C'est vrai à que là, fait. on touche à un sujet de prévention aussi, que Ouais, finalement, en plus, le handicap, ça permet de mettre en lumière aussi des conditions de travail plus globales. Et en plus, on entend que le secteur, c'est pas mal marqué aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail. On l'a pas ouais, marqué dans la slide, mais on a aussi conscience qu'il y a un grand nombre de licenciements pour inaptitude. Et ouais, c'est effectivement des risques, comme tu l'as dit, qui peuvent arriver au cours de la trajectoire professionnelle si on ouais. n'apporte pas les accompagnements nécessaires. Exactement, tout à fait. À titre personnel, moi, j'ai eu 2 licenciements pour inaptitude parce qu'à un moment donné, effectivement, j'ai pas été accompagnée dans une reconversion professionnelle et on va le voir après, en fait, il y a beaucoup, en fait, de dispositifs, qui existent, mais encore faut-il les connaître et encore faut-il savoir vers qui se tourner. Voilà. Finalement, c'est toujours un sujet de prévention. Il faut agir avant qu'il y ait un Exactement. problème. Exactement, tout à fait et en fait, moi-même, hein, je me suis rendu compte quand j'avais eu, mes 2 licenciements qu'effectivement, après, quand je me suis intéressée et quand j'ai fait mon partenariat avec Colline et Eau Santé, qu'en fait, si j'avais eu conscience et connaissance, en fait, de tous ces dispositifs, peut-être que ma trajectoire professionnelle aurait été autre, finalement. Alors, apprendre à identifier les besoins. Voilà, c'est pas une parfaite, transition effectivement. Heu, je pense que c'est le premier besoin, c'est pouvoir parler de sa situation sans crainte d'être jugé, d'être mise au placard, effectivement. Ça, c'est fondamental et pouvoir proposer en fait une sécurité nécessaire finalement, pour pouvoir ouvrir le dialogue sur ce sujet-là. Hem et si vous n'êtes pas forcément à l'aise en tant que manager, ou en tant qu'encadrant ou en tant que RH, pour échanger sur ce sujet-là, c'est important de le reconnaître, mais c'est aussi important de savoir vers qui, en fait, orienter les salariés qui, viendront, vers vous et vous diront que j'ai besoin de parler de quelque chose, mais je ne sais pas à qui en parler. Se sentir en sécurité et avoir, ne pas avoir peur de perdre son emploi ou d'être jugé ou d'être stéréotypé, c'est fondamental. Par exemple, quand j'étais dans le commerce, on avait affiché en salle de pause, le nom des référents handicap de la boîte, heu on avait, affiché également, une documentation sur la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Hem Et on avait également, affiché, les liens de la médecine du travail en expliquant que le salarié pouvait demander, heu, sans en informer, ses supérieurs, un rendez-vous avec la médecine du travail. Donc c'est important aussi de poser le cadre et de, poser un cadre sécuritaire d'écoute et d'expression, surtout en fait, pour vos salariés. Reconnaissance de son handicap, alors ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, collectif, voilà. Ça passe souvent par un premier travail sur soi, voilà, de reconnaître son handicap. Heu, Moi, au début, quand j'ai été diagnostiquée avec mon endométriose, je me suis dit: «Bah, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas un handicap, les douleurs, c'est pas un handicap». Sauf qu'en fait, quand je me suis rendu compte des impacts au travail, je me suis dit: «Bon, si, effectivement, c'est peut-être effectivement un handicap», voilà. Mais, ça passe par un chemin personnel et puis c'est pas évident de reconnaître qu'on est en situation de handicap. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être accompagné. Appartenance continue à l'équipe. Ça, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas toujours le cas, mais, effectivement, le fait d'en parler, ça peut aider, en tout cas, à favoriser la communication au sein de l'équipe et à favoriser aussi un regard, compréhensif. Voilà, moi je l'ai expliqué, quand je suis arrivée dans ma nouvelle équipe, à l'hôpital, au bureau dans les bureaux. J'ai expliqué que j'avais une endométriose et qu'effectivement, par moment, j'allais être très bien et par moment, si j'ai une crise, j'allais devoir m'allonger et donc il m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'allonger par terre dans une pièce à côté parce que crise douloureuse atroce qui fait que je peux plus du tout ni rester assise ni rester debout. Et du coup, mes collègues ont été super sympas. Il y en a un qui a ramené un vous savez les petits coussins qu'on met autour de la tête quand on prend l'avion pour que je sois bien et une autre qui a ramené un plaid en me disant: «Mais par terre, c'est froid, comme ça, au moins, quand tu auras besoin de t'allonger par terre, voilà». Et en fait, quand ça m'arrive d'être en crise et que je dois être par terre, en fait, eux, ils continuent leur vie. Ils passent juste une tête: «Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. OK» et c'est super. Et en fait, quand ça passe, je reviens dans le bureau et c'est OK. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, pour moi qui, m'a fait dire que OK, l'équipe s'est adaptée, l'équipe a compris et donc je fais toujours partie de l'équipe. Donc comme je vous le disais, les interlocuteurs, identifiés, c'est vraiment, vraiment important, parce que, on est, oups, pardon, je vais trop vite. Delphine, d'ailleurs, là, tu nous as parlé d'un exemple positif, mais il y a une personne Ouais. qui dit: «Le regard compréhensif ne dure qu'un temps. On vous met très vite de côté».
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors oui, parce que ça m'est arrivé, je pense que ça fait partie des réalités, malheureusement, et c'est pour ça que si parfois le regard compréhensif, n'est pas au sein de l'équipe, ce qui peut être intéressant, c'est d'en parler en RH et au référent handicap et de faire intervenir quelqu'un auprès de l'équipe. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens encore, les handicaps invisibles, c'est pas une réalité. Pour beaucoup de gens, la douleur, c'est pas un handicap, les troubles, cognitifs, c'est pas un handicap, l'effet secondaire des traitements, c'est pas un handicap. Et on n'a pas conscience de ça. Et effectivement, quand vous avez, une équipe qui n'est pas sensibilisée, qui peut être fermée, en fait, à cette dimension-là, ce qui peut être important, c'est de faire intervenir un tiers, lors d'un déjeuner, voilà, lors d'une réunion, en tout cas. Quelqu'un qui va aller échanger avec l'équipe et qui va comprendre les freins, en fait. Hem les freins de toutes les personnes qui sont là, qui ne sont pas forcément bienveillantes, pour comprendre pourquoi. Et en fait, parfois, on peut se rendre compte que c'est des personnes qui sont pas forcément bienveillantes au sein d'une équipe ou qui sont pas compréhensives, on va dire, voilà. C'est parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce qu'en fait, elles sont déjà elles-mêmes aux prises avec une telle charge de travail et des difficultés, heu, qu'on n'a plus envie ou d'énergie pour être compréhensif pour les autres. Ça, en fait, c'est important de comprendre pourquoi il n'y a pas de bienveillance ou de compréhension, et encore une fois, faire intervenir quelqu'un, un tiers, un référent handicap pour expliquer et pour être médiateur. Ça a été le cas dans une équipe, dans laquelle je travaillais. Voilà, pour faire comprendre tout ça. Donc les interlocuteurs à identifier, voilà, à la fois pour soi, mais pour les autres. C'est-à-dire que ce qui est important aussi dans une équipe, c'est qu'en tant que personne concernée de pouvoir, identifier, les interlocuteurs auprès desquels on peut travailler, auprès desquels on peut échanger, mais aussi en tant que personne qui accompagne ou qui manage une personne en situation de handicap et qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe, d'avoir aussi des interlocuteurs pour poser ces questions. Et bien évidemment, des besoins d'aménagement en termes, matériels, organisationnels, humains, et en fait, on va voir que souvent, dans la slide, souvent on disait que, seulement un certain pourcentage de personnes, a besoin d'aménagements, techniques, et souvent des aménagements, en termes organisationnels ou, de télétravail. Alors c'est pas toujours faisable effectivement, dans le secteur du médico-social, mais ça peut être, par moment, décaler ses horaires, ça peut être ce genre de choses, voilà. Marge de manœuvre, souplesse quand c'est possible, bien évidemment. Et puis envisager, d'autres possibilités, d'autres parfois, manières de travailler et d'autres manières d'organiser son travail tout au long de la journée. Et pouvoir entamer une réflexion constructive sur sa trajectoire professionnelle. Mais tout ça, ça passe par avoir conscience de ses difficultés, pouvoir en parler, heu, identifier les bonnes personnes avec lesquelles verbaliser en fait, ça, et puis ensuite avoir une réflexion et une, discussion en fait avec son équipe. Voilà, Désolée, je me 15 des permets de, oui, de remonter une question qui est quand même importante parce que c'est un oui, peu en lien avec ce que tu dis. Il y a une personne qui nous dit quels sont vos conseils lorsque les recommandations du médecin du travail restent lettres mortes auprès de l'employeur. Parce que ça, c'est important, en fait, c'est pas censé rester lettres mortes, c'est une obligation de l'employeur de prendre tout en à fait. considération les... Donc je te laisse Delphine préciser d'ailleurs. Ouais, alors, oui, effectivement, ça, c'est une obligation. Dans ces cas-là, normalement, le médecin du travail, doit pouvoir contacter, l'AGFIP ou la MDPH, pour faire intervenir un tiers dans ces cas-là, quand effectivement l'employeur ne répond pas à cette obligation, en fait. Hmm. Heu, Ou même plus simple, vous, à votre niveau, vous pouvez soit aller voir référent handicap dans un ouais, premier temps, et si vraiment il n'y a pas, après plusieurs relances, je vous conseille d'aller voir le représentant du personnel. Parce que normalement, ils sont là aussi pour remettre, on va dire, au milieu vos droits en tant que salarié et de aussi faire appel aux devoirs de l'employeur. tout D'accord. à Donc fait. si vous êtes RP, effectivement, vous pouvez prendre les conseils de Delphine peut-être sur aller voir le médecin du travail. Donc voilà, je vous le disais, 15 des personnes en situation de handicap sont concernées par un aménagement technique de poste. Pour vous, je vous fais un petit lien avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, où de 8 heures à 10 heures,
on faisait, les implantations, en magasin, en fait, avec ma directrice, on a convenu que moi, j'allais changer et finalement, bon, j'ai été la seule à le faire et les implantations en magasin, je les fais le soir de 19h à 21h à l'époque et en fait, pour moi, c'était vraiment le meilleur horaire possible, pour faire ça, voilà. Pareil, j'ai des réunions là avec mes collègues, à l'hôpital à certains moments. Heu, Après échange, on a essayé de, pas faire de réunion, avant 10h quand c'était possible parce que moi de 9h à 10h, j'ai des capacités de concentration qui sont très compliquées. Voilà, enfin, c'est tout ça. Parfois, ça peut être aussi, des aménagements, je vais continuer un petit peu sur la suite. Je me dépêche un peu, il est déjà 32. Mais effectivement sur, les aménagements, parfois ça peut être, dans certains cas, les personnes qui sont très sensibles au bruit. J'ai eu ça aussi avec une collègue dans un bureau en open space. On avait investi en fait sur un casque anti-bruit, parce qu'elle, elle avait beaucoup de mal à se concentrer et en fait, là où les autres personnes autour d'elle, arrivaient, finalement à être, très efficaces en termes de gestion des mails, ou de réunions et cetera, elle, elle était complètement bloquée à cause du bruit. Et à partir du moment où on l'a mis dans un environnement de travail, où elle était coupée du bruit, elle a été beaucoup plus efficace. Donc réflexion sur la performance, voilà, c'est que c'est pas quelque chose de linéaire et c'est pas quelque chose, qui est toujours, la même chose dans le temps, en fait. Elle peut s'exprimer de manière très, très différente. Il y a des gens qui vont être très performants de 9h à 17h et d'autres de 11h à 19h ou même d'autres de midi à 20h. Et on n'est pas tous performants de la même manière et dans les mêmes conditions. Et on n'est peut-être pas tous performants comme on l'était il y a encore 10 ans. La performance et les moyens d'atteindre cette performance, elle peut être aussi complètement adaptable. Alors, rendre visible l'invisible, tous concernés, effectivement, ça passe vraiment par une démarche, extrêmement globale. La théorie des cuillères, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'en gros, on a un stock de cuillères, on se lève avec un stock de cuillères, on a 12 cuillères dans la journée, et chaque tâche ou chaque chose qu'on peut accomplir dans la journée, va nous coûter, un certain nombre de cuillères. Par exemple, moi, je sais qu'étant sous antidépresseur pour mon trouble anxieux, le réveil le matin, ça me prend déjà, facile 3-4 cuillères. Il me faut un temps fou le matin. Donc effectivement, si je devais avoir des journées de travail où je commençais à 8h30, c'est le cas pour mes collègues qui commencent souvent à 8h30. Moi, je suis pas capable de commencer à 8h30. Donc du coup, je sais qu'en général, je commence plutôt, à 10h et je suis beaucoup plus efficace à partir de cet horaire-là. Il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, se lever, prendre une douche le matin, ça va être extrêmement énergivore. Et bah, parfois, un aménagement de poste ou un aménagement d'horaire, ou prendre les transports de manière décalée pour pouvoir être assise, en fait, tout simplement, ça peut permettre, en fait, vraiment, de mieux gérer sa fatigue tout au long de la journée. Et ça, c'est important, en fait, de voir ce qui vous prend le plus d'énergie dans la journée aussi, pour pouvoir éventuellement répartir aussi votre façon de travailler, votre façon de gérer les tâches, en fait, durant toute la journée. Alors dépasser le regard des autres et en parler quand on est prêt, alors ça, c'est une sacrée démarche. Je voulais aussi attirer votre attention sur les associations de patients qui peuvent aussi être aidants. On ne le sait pas toujours, mais quand on est une personne, concernée par, un handicap, une maladie, parfois parler avec des pairs, P-A-I-R-S, ça peut être aussi, aidant et il ne faut pas hésiter à faire cette démarche-là. Moi, je sais que les associations de patients m'ont beaucoup aidée, en tout cas à mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X, et que ça peut aussi être une première démarche, en tout cas pour en parler. Et pour le collectif, effectivement, bah, c'est s'informer sur les différentes formes de handicap, invisibles. Ça, c'est une démarche qu'on doit, tous faire. Comme je vous le disais aujourd'hui, 80 des handicaps sont invisibles. 20 millions de Français atteints de maladies chroniques. Aujourd'hui, ça fait partie du champ du travail. La maladie et le handicap font complètement partie du domaine du travail et effectivement, en tant qu'employeur, en tant que manager, on doit pouvoir être sensibilisé et s'interroger, sur ces questions-là parce que vraiment, on a tous un rôle à jouer pour faire bouger les lignes. Alors, en message clé, qu'il y a à retenir, c'est que vraiment 80 des handicaps sont invisibles, donc ils ne se voient pas, voilà, mais ils sont bien là, ils se vivent au quotidien et effectivement, toute la difficulté, ça va être, d'amener au champ de conscience des autres et au champ de compréhension des autres cette problématique-là. L'absence de signes visibles ne signifie pas, en fait, absence de difficulté.
Et donc l'importance d'un accompagnement individualisé et confidentiel. Et vraiment, voilà, je vous invite à la fin de ce webinaire à réfléchir à vos problématiques, si vous en avez, si vous êtes une personne concernée, hem, ou des problématiques potentielles auxquelles pourraient être confrontés, vos salariés, et savoir si dans tous les cas, en tant que personne concernée, on sait vers qui en parler, et si en tant que manager employeur, on sait vers qui orienter en fait nos salariés, voilà. Tout ça, ça va permettre de créer un climat de sécurité psychologique, qui va permettre vraiment à chacun de pouvoir s'exprimer sans crainte et surtout sans jugement. Shannon, je te repasse la main. Très bien, merci. Oui, à la fin de ce webinaire, on voulait quand même vous parler des dispositifs qu'on met en place à l'OTH pour vous aider à l'accompagnement. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi des salariés concernés. S'il y a quelque chose qui vous parle, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre employeur. Parce que c'est votre, en fait, nous, on va pouvoir fonctionner via votre employeur. C'est votre employeur qui va contacter les services de OTH pour que nous puissions mettre en place ces dispositifs. Donc, on a donc un organisme de formation et on voulait vous annoncer que des nouvelles dates sont prévues pour la formation des référents handicap, les fondamentaux. On va vous mettre les liens en commentaire pour que vous puissiez consulter la page et potentiellement vous inscrire si vous êtes concerné, si vous êtes référent handicap, pilote d'une démarche santé handicap également. On met en place aussi des formations complémentaires lorsqu'on fait un accompagnement en démarche santé handicap. Donc des formations qui sont spécifiques peut-être à des situations, formation recrutement, maintien dans l'emploi. On a 7 nouvelles promotions en 2026 et les premières classes qui commencent à partir du 15 janvier 2026. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il n'est pas trop tard, c'est une formation professionnalisante, donc allez-y à fond. Quel niveau scolaire faut-il avoir pour ce... Alors, pour le niveau scolaire, en fait, il y a des conditions, effectivement, pour pouvoir suivre la formation. Donc, être nommé référent handicap, il me semble, et avoir sa DETH à jour, donc la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il y a d'autres peut-être aussi conditions, mais vous pourrez avoir toutes les informations sur notre site, le lien qui a été envoyé dans les commentaires. On a également un centre de ressources qui vous est mis à disposition, vos employeurs, donc avec pas mal de documentation sur des thématiques différentes, la DETH, recruter des personnes en situation de handicap, sensibiliser vos équipes de travail, maintenir en emploi, les questions de financement aussi. On a mentionné à un moment, par exemple, le licenciement pour inaptitude. Je voulais vous rappeler qu'on a aussi des dispositifs pour accompagner ces situations-là, comme Objectif Parcours Pro, qui est un dispositif qui permet de prévenir la désinsertion professionnelle en mettant en place un parcours personnalisé. N'hésitez pas à consulter dans le centre de ressources, on met plein d'infos sur nos dispositifs et vous pourrez bien évidemment enclencher des dispositifs. Si vous êtes salarié, je vous rappelle qu'il faudra en parler à votre employeur. Si vous êtes employeur, n'hésitez pas à nous contacter euh, directement. Donc vous avez tous les contacts sur la page EETH également. Si vous connaissez déjà, appelez au numéro habituel. Donc pour les aides financières, comme vous le savez, on est sur la fin d'un accord. À partir de 2026, on ne pourra plus renouveler l'accord. Donc les aides financières, elles seront à mobiliser avant le 31 décembre 2025. Donc vous pouvez toujours mobiliser nos aides financières pour des aides à l'aménagement de poste, comme on en a parlé durant le webinaire, l'aide à l'alternance, à l'accueil de stagiaires, pour des prestations d'analyse et de maintien dans l'emploi, comme les études ergonomiques. Donc il y a plein de solutions diverses. Nos gestionnaires conseils sont là pour vous accompagner et vous aider. Et vous aurez une communication très prochainement, donc là bientôt, fin de semaine ou semaine prochaine, pour en savoir plus justement sur la suite liée aux aides financières pour l'année prochaine. Mais sachez que les dispositifs dont on vous a parlé aussi, et au santé, Objectif Parcours Pro, Oasis Handicap qu'on n'a pas trop mentionné aujourd'hui, mais qui est également un dispositif qui sera toujours disponible l'année prochaine. Donc pour EO Santé, n'oubliez pas de vous inscrire. On vous remet également le lien en commentaire. Donc il faut être muni d'une adresse mail et d'un numéro SIRET. Je vous rappelle que c'est anonyme et confidentiel. On n'y a pas accès, ni l'employeur. C'est pour vous donner la possibilité de pouvoir vous informer pour concilier vie professionnelle et santé. Alors si vous le souhaitez, on a quelques minutes, si vous avez des questions, heu, voilà, à me poser, soit à moi, soit à Shannon, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage pour voir un petit peu, On a la possibilité aussi de mettre en place une FAQ quand on vous enverra le mail avec le replay, la présentation que vous avez demandé et potentiellement bientôt hein, aussi un questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé. On pourra vous mettre aussi une FAQ si vous voulez répondre à des questions ultérieurement. Enfin, qu'on réponde à vos questions. mmh. Ah, super, merci pour vos retours sur les patients partenaires. Effectivement, on est très content de leur accompagnement.
C'est des personnes qui, en plus, se sont formées aux connaissances du secteur, qui connaissent un peu enfin, vos conditions de travail, ce qui vous touche le plus et qui ont eux-mêmes vécu la maladie ou le handicap. Donc, comme Delphine vous l'a présenté aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah bah. On a surtout des réactions, en fait, sur la Eh ben plateforme. Ben, on est super, bah content. tant mieux. C'est chouette, c'est génial. Bah, poussez-la davantage d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, parce que je sais qu'on pense pas à tout le monde, mais même par exemple un manager qui aurait des difficultés à accompagner une personne dans son équipe Ouais. pourrait trouver des solutions auprès d'un patient partenaire. Ça lui permettrait d'avoir la perspective de la personne qui vit la maladie ou le handicap. Ouais, tout à fait, hein. C'est vrai que vous pouvez prendre, rendez-vous avec des patients partenaires, via la plateforme, ou si vous êtes une personne concernée, mais aussi si vous êtes un manager ou un aidant de personnes concernées, hein. Donc il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter, hein. On nous a dit vers quel partenaire orienter. En fait, quand vous vous orientez vers EO Santé, vous envoyez le lien surtout pour pouvoir vous inscrire. Après, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ah, les patients partenaires, peut-être oui, il y a des thématiques. En fait, quand vous allez sur EO Santé, vous avez la possibilité de préciser la thématique que vous souhaitez. Par exemple, la pathologie, le handicap, la maladie, ou peut-être en lien avec le vécu, comme celui de Delphine que vous avez Ouais, c'est découvert ça. C'est aujourd'hui. parce que peut-être que parfois, vous aurez une pathologie, enfin, en tout cas, une problématique ou un handicap invisible, que vous retrouverez pas forcément, en fait, dans les profils, des patients partenaires. Mais il y a quand même des transversalités et des problématiques, en fait, qu'on vit au quotidien qui sont similaires. Donc il faut pas hésiter, à me contacter, par exemple, ou quelqu'un d'autre, même si c'est pas un champ de pathologie que nous, on a. On peut quand même tout Mm. à fait comprendre les difficultés et les ressources, en fait, à mobiliser dans ce cas-là sont les mêmes. Donc voilà, il faut pas, vous dire, «Je prends pas de rendez-vous avec un patient partenaire parce que j'ai pas les mêmes pathologies ou les mêmes problématiques que lui ou elle». On peut quand même échanger et avec vous essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, de leviers et de ressources qui sont transverses et communes. Mm. Je vois qu'il y a aussi notre référent handicap et cadre employeur. Peut-on avoir un deuxième référent salarié non cadre? Alors, la nomination du référent handicap, elle est obligatoire à partir d'un certain nombre de salariés, mais c'est vrai que c'est une bonne pratique de mettre un référent qui soit plus sur le terrain aussi, parce que l'idée d'un référent handicap, c'est de pouvoir aller le consulter pour qu'il puisse orienter et conseiller. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise avec ça, n'hésitez pas à le suggérer à votre employeur, qui a un deuxième référent en binôme, et on pourra le former avec l'OETH sur les formations 2026. L'emploi accompagné est là pour accompagner l'usager et l'employeur, effectivement. C'est un dispositif qui existe de droit commun. Bon, merci pour vos retours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, mais comme on vous a dit, il y a toujours une FAQ si besoin. Ouais, vraiment n'hésitez pas et quelle solution a été trouvée? L'aménagement du magasin avant les horaires d'ouverture? Et ben, en fait, la solution, c'est que, du coup, moi, j'ai fait, mes implantations de 19:00 à 21:00. Voilà et j'ai eu beaucoup d'aménagements, comme ça, parce que finalement de 8 heures à 10 heures, moi j'étais pas du tout efficace, vraiment, mais vraiment pas et ça, ma manager l'a compris, et donc on a complètement changé ça et voilà et c'est pareil, ça a été, pour moi, un super aménagement qui finalement était pas grand-chose, hein, que ce soit 8 heures ou 10 heures ou 19:00, 21:00, mais c'est juste que c'était tellement ancré dans les pratiques que tout le monde le faisait de 8 heures à 10 heures qu'au début, en fait, ma manager avait un peu tiqué. Je lui ai dit: «Écoute, on tente, on verra» et en fait, comme, bah, j'ai été très efficace de 19:00 à 21:00, elle m'a dit: «Bon, bah, OK» et il y a plein de choses comme ça finalement où au lieu de travailler de 9:00 à 10:00 comme les autres, moi je travaillais de 19:00 à 20:00 en dehors des horaires d'ouverture du magasin. Voilà. Alors, je vois la définition de DETH, je l'ai mise en commentaire, déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, toute entreprise de minimum 20 salariés doit avoir un taux d'emploi, donc de salariés travailleurs, reconnus travailleurs handicapés de 6%. Si elle ne respecte pas ce taux d'emploi, elle doit verser une contribution à la GFIP, mais tout le monde doit faire la déclaration. Donc, même les entreprises qui ne sont pas soumises du coup enfin, à la contribution. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de DETH, parce que en plus c'est un petit peu long à dire. Mais on a d'ailleurs des documents ressources sur le centre de ressources pour vous expliquer comment fonctionne la DETH. On est capable de vous donner aussi des conseils, nous, à l'OETH, sur ce sujet-là.
Et pour les référents handicap, c'est pour toute entreprise enfin, d'au minimum 250 salariés, mais c'est souvent conseillé dès qu'on atteint 50 salariés dans la structure. Et juste un petit point qu'on n'a pas forcément peut-être, qu'on a abordé assez vite, c'est la RQTH. Allez, encore un petit Mmh. accro-croc, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est avec le H qui fait peur, donc ça, c'est des choses que parfois, en tant que personne concernée, on a du mal à initier comme démarche. Moi, j'ai ma RQTH depuis 22 ans, depuis le diagnostic de la sclérose en plaques et c'est un petit joker qu'on peut sortir justement quand on a une RQTH et quand, la médecine du travail demande des aménagements. Souvent, on demande aux personnes concernées d'avoir une RQTH. Heu, c'est un petit peu, compliqué effectivement enfin compliqué, non même pas. Ça peut faire peur parce qu'en France, on aime bien les CERFA avec 20 pages et cetera, mais pas du tout en fait. Si vous êtes accompagné à le remplir, je vous assure, ça passe crème. Ça passe très bien la demande de RQTH. Voilà. Il Je faut se l'ai faire faite aussi, hein. Moi ouais, aussi, ouais. en plus, c'est pour tout le monde, hein, parce que souvent on me dit: «Mais ah, tu trop jeune pour avoir une RQTH». Si, j'en ai une et ça Pas fait du tout. plusieurs années d'ailleurs. Bah, voilà, moi je Donc l'ai eu à 22 ans, hein, 23 ans plutôt. Donc, oui. vous voyez, voilà. Donc et ça peut vraiment vous amener aussi des possibilités d'aménagement, d'horaires, techniques. L'employeur peut avoir des financements et cetera. Donc, enfin vraiment la RQTH, c'est la petite carte joker à sortir quand vous êtes pas bien, et c'est pas il faut pas attendre de pas aller bien et d'être au fond du trou pour faire ces démarches de RQTH. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous êtes une personne concernée, à le faire dès que possible et les référents handicap sont là aussi pour vous accompagner dans ces démarches-là. Bon et ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui. On est ravis de vos retours. En tout cas, merci d'interagir et de Ouais, merci partager vos beaucoup. expériences. Eh ben, belle journée à Merci. vous. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que, ce webinaire, prend fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir été, actif aussi parce que c'est ce qui fait aussi la réussite de ces webinaires. Donc, merci beaucoup. Shannon, un petit mot de la fin? Merci. Merci beaucoup à vous et bonne, fin de semaine, européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup. Passez une belle journée tout le monde et puis, bah, écoutez, peut-être à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.